Bonjour, donc je suis Armand Lautrette, vétérinaire. Je me suis spécialisé en pathologie du poisson et en santé des poissons, dans un domaine dans lequel j'exerce exclusivement mon activité depuis 25 ans. Et donc, comme l'a indiqué Patrick, je suis président de l'association Santé Poissons Sauvages depuis l'an dernier. Donc, je vais vous parler d'un parasite que je suis étonné de voir que beaucoup de gens du milieu du saumon ne connaissent pas. Bon, c'est une histoire de culture générale, mais pas seulement, puisque ce parasite, Gyrodactylus salaris, provoque une maladie, la gyrodactylose, et qui induit en fait un risque. C'est un danger sanitaire qui peut induire un risque, et qui pour l'instant, on va revenir là-dessus un peu plus loin, est peut-être une hypothèse, mais qui pourrait malheureusement devenir une réalité. Donc le parasite, en quoi consiste ce parasite? Donc c'est un tout petit parasite. Alors le texte a disparu, c'est dommage, il y est plus. Donc je vais vous le dire. Donc c'est un parasite. Ah bah si, il faut que j'avance au fur et à mesure, pardon, désolé. Donc c'est un platelminthe, donc c'est un petit ver invisible à l'œil nu qui fait à peu près un demi-millimètre de longueur, qui est un platelminthe monogène, donc qui a un seul hôte, ectoparasite, donc qui parasite la surface du corps du poisson, en se fixant grâce à l'appareil de fixation qu'on voit en bas de la diapositive. On voit une microscopie électronique détaillée de la fixation des crochets marginaux à la surface de la peau, et qui se nourrit de son hôte. On reviendra là-dessus un peu plus loin. Donc l'opisthopteur, cet organe de fixation, sert d'ailleurs de support de l'identification de ce parasite, historiquement parlant en tout cas, puisque maintenant on recourt à d'autres méthodes. Dans le genre Gyrodactylus, où se trouve donc notre espèce d'intérêt Gyrodactylus salaris, il y a plus de 500 espèces, ce qui fait dans le règne animal du genre Gyrodactylus un des plus riches en nombre d'espèces. Alors celui qui nous intéresse ne fréquente que l'eau douce, mais il en existe qui parasitent des poissons d'eau de mer, comme par exemple il en existe sur la dorade. Il a une particularité vraiment étonnante, c'est son hyperviviparité. Alors je ne sais pas si... Voilà. Donc il est à cycle direct, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'hôte intermédiaire, il est monogène, comme je vous l'ai dit, et il a une hyperviviparité, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'œufs, il n'a pas besoin d'hôte intermédiaire, il se reproduit sur son hôte, ce qui fait qu'on peut parler d'ailleurs d'infection et pas d'infestation, puisqu'il y a reproduction et le cycle est bouclé sur l'hôte lui-même. Et il met au monde un gyrodactyle par parturition, par accouchement si vous préférez, par rupture de la paroi corporelle. Rupture à laquelle il survit, évidemment, sinon il n'y aura pas de multiplication. Mais il a un tel rythme de multiplication qu'il arrive à couvrir dans certaines conditions le corps de son hôte de grand nombre d'individus. Pourquoi il est aussi rapide? Vous voyez un petit peu le schéma, alors je ne sais pas si j'ai si vous m'entendez. Donc, un pointeur. Voilà donc le parasite, et à l'intérieur de ce parasite, il y a un autre parasite qui est en cours de développement, dans lequel il y en a encore un autre, et dans lequel il y en a encore un autre, ce qui fait qu'on peut parler alors de poupée gigogne et non pas de poupée russe, puisqu'en ce moment on n'a pas le droit de dire poupée russe. Bref. Donc voilà ce que ça donne sur la peau notamment d'un saumon, Gyrodactylus salaris, quand il prolifère de manière vraiment importante. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? J'ai fait à peu près le tour. Donc ce qui est important quand même, c'est que Gyrodactylus salaris est un féodé à l'eau douce, mais, et c'est important sur le plan épidémiologique, peut résister à des eaux légèrement salées pendant quelques dizaines d'heures en fonction de la salinité et de la température de cette eau. Donc ce parasite est mobile, évidemment, hein, il utilise l'opisthopteur dont je vous ai parlé, hein, qui se trouve donc ici, donc, qui est constitué d'une encre centrale avec autour 14 crochets marginaux qui servent donc de support d'identification. Et il peut se déplacer donc en saisissant la peau de son hôte avec ses palpes labiaux et en décrochant son opisthopteur. Et en fait, donc, il se déplace comme ça. Et donc, quand il est fixé par son opisthopteur et qu'on le regarde au microscope ou à la loupe bino, on voit comme un doigt qui tourne, d'où son appellation Gyrodactylus. Alors maintenant, je vais vous parler de l'hôte et des autres hôtes. Tout d'abord, pour finir sur la biologie, et ça fait le lien avec la pathogénicité du parasite, donc il se fixe, et en se fixant, il laisse des lésions que l'on voit ici, donc des petites lésions, mais il mange. Et quand il mange, il fait une excavation d'environ 50-70 micromètres de diamètre, et donc comme il mange toute la journée, puisqu'il se multiplie très vite, il est obligé de manger beaucoup, donc il peut potentiellement, s'il n'est pas limité par le système immunitaire et la réaction de son hôte, atteindre des populations assez importantes.
Alors l'hôte naturel, comme son nom l'indique, Gyrodactylus salaris, c'est le saumon atlantique Salmo-salar. On peut le trouver sur la forme adulte, mais aussi et surtout, puisque cette forme adulte vit quand même une bonne partie de son cycle en eau de mer, mais quand elle remonte en eau douce, elle peut être parasitée. Mais surtout, donc, on le trouve sur les tacons ou tocans, selon qu'on est dans le nord ou dans le sud-ouest. Et salmon par, pour les anglo-saxons, je ne sais pas si les traducteurs connaissent la traduction de tocan ou tacon. Bref, en dehors de cet hôte, qui est donc à la fois réceptif, puisque le parasite peut se multiplier dessus, et sensible, puisqu'il peut donc en souffrir, il existe tout un tas d'autres hôtes qui, eux, sont réceptifs, mais pas ou très peu sensibles, parmi lesquels on a la truite fario, l'omble de fontaine, l'ombre commun, et puis, très intéressant, plus intéressant spécifiquement, la truite arc-en-ciel et l'omble chevalier sauvage. Sur ces deux poissons, on a démontré, donc, évidemment comme sur les autres, hein, qu'on peut maintenir une population à très long terme de Gyrodactylus salaris, mais ces Gyrodactylus salaris, quand on les met sur le saumon, ils n'ont aucune pathogénicité. Donc c'est assez étrange d'avoir la même espèce qui va, en fonction de son hôte, avoir une pathogénicité ou pas. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, puisque par exemple dans des bactéries, chez Flavobacterium psychrophyllum, on a des biotypes qui sont inféodés. Par exemple, les Flavobacterium psychrophyllum de truite arc-en-ciel ne feront rien à la truite fario ou à l'omble de fontaine. Donc c'est pas non plus un cas unique. Alors maintenant, je vais vous parler donc de pourquoi ce parasite a une importance. En fait, il a une importance pathologique parce que l'homme a induit cette importance. En effet, sur le plan naturel, donc, côté gauche, le parasite est présent sur la population de saumon atlantique du stock baltique depuis la nuit des temps, et il y a une coadaptation qui s'est faite au fil des millénaires entre l'hôte et son parasite, ce qui fait que les petits saumons du stock baltique arrivent à maintenir la population totale de Gyrodactylus salaris entre 30 et 50 parasites par poisson. Mais un jour, l'homme a décidé d'introduire des petits saumons de pisciculture, de repeuplement produits en Suède, donc côté baltique, vers le côté norvégien, c'est-à-dire côté atlantique. Et on a donc mis en contact, sans le savoir, parce qu'il n'y avait pas de pathogénicité particulière de ce parasite sur les petits saumons du stock baltique, on les a mis en contact avec le stock est-atlantique. Et là, ça a été une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Aucune aptitude, aucune coadaptation entre le stock est-atlantique de Salmo-salar et Gyrodactylus salaris, qui a provoqué donc des proliférations majeures, puisqu'on a trouvé jusqu'à plus de 10 000, 20 000 parasites estimés, hein, parce qu'on ne les a pas comptés un par un, encore que peut-être il y avait des stagiaires suffisamment... on ne sait jamais, les stagiaires, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on a trouvé énormément, beaucoup trop, et à tel point que donc, les poissons ont fini par en mourir. Alors ça s'est manifesté, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, vous avez deux courbes, une courbe bleue et une courbe rouge. La courbe bleue représente le nombre de captures, l'évolution du nombre de captures annuelles sur un groupe de rivières, enfin sur l'ensemble des rivières norvégiennes, donc en milieu continental. Vous avez en abscisse les années, avec notamment complètement à gauche l'année 1966, puis 1975 qui est un tournant, et puis 1980 ou 79 qui est un deuxième tournant. Et vous voyez un décrochage de la courbe rouge avec la courbe bleue, parce qu'en réalité, c'est le groupe de rivières qui a été en premier touché par ce parasite, et on voit qu'il y a un écroulement drastique du nombre de captures sur ce groupe de rivières. Donc on peut dire que le Salmo-salar du stock est-atlantique est très sensible à ce parasite. Et ça, c'est arrivé en Norvège, donc c'est en fait une histoire classique de mise en contact d'une population naïve avec un nouvel organisme pathogène. On l'a fait à moult fois, hein. On a fait ça avec Anguillicola crassus, sur l'anguille européenne, on a fait ça avec la maladie du sommeil en ce moment, là, depuis quelques années, sur la carpe. Enfin, on s'amuse à le faire assez souvent, hein, nous, en tant qu'être humain. Donc c'est à nouveau le transfert de poissons vivants d'une zone à une autre qui transfère avec lui tout un tas d'organismes pathogènes sans qu'on s'en aperçoive obligatoirement. Et donc là, en Norvège, ça a été une catastrophe. Ça a touché au total, à ma connaissance, jusqu'à 49 rivières différentes. Alors, je connais la Norvège, moi j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller à la pêche il y a très longtemps, et de tomber justement sur une rivière qui avait été traitée, où il n'y avait évidemment pas un poisson. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que
sur les 49 rivières en question. Donc certaines sont en bleu, là, vous les voyez, c'est celles sur lesquelles on a réussi à se débarrasser du parasite. Et puis il y en a qui sont en rouge, c'est celles sur lesquelles on n'a pas encore réussi à s'en débarrasser. Comment ils ont fait pour s'en débarrasser, les Norvégiens? Dans 14 rivières, on a constaté une baisse de densité du tacon de l'ordre de moins de 86%, parce qu'on a des mortalités entre 90 et 99% en termes de létalité. Et qu'est-ce qu'on a donc fait dans ces rivières? En fait, on a tenté d'éradiquer le parasite en tuant tous les poissons. C'est simple, hein. Ni une ni deux. Donc on a mis de la rotenone partout, et puis on a tué tous les poissons, puis on a essayé de repeupler avec des poissons indemnes, en mettant évidemment des filets le temps du traitement dans l'estuaire pour éviter que les grands poissons remontent. Donc ça a coûté, maintenant ils ont décidé d'arrêter ça, et ils travaillent plutôt à essayer de tuer le parasite en utilisant notamment du sulfate d'aluminium en milieu acidifié. En 2007, il y a eu une estimation du coût global cumulé de cette infection à plus de 500 millions d'euros. Et donc c'est une menace majeure, évidemment, pour le maintien de Salmo salar à moyen terme dans tout un tas de bassins versants qui ont été infectés. Comment on identifie Gyrodactylus salaris? C'est très compliqué de le distinguer de Gyrodactylus timali, c'est très très proche, notamment donc, en travaillant sur les pièces dures, comme vous le voyez à droite. La morphométrie, la morphologie est donc insuffisante, mais elles servent quand même à orienter éventuellement. Mais maintenant, évidemment, on passe par la biologie moléculaire avec de la real-time PCR, donc la PCR en temps réel, si vous préférez, sur la région codant pour l'ITS, l'Internal Transcript Spacer, qui est une partie du génome codant pour les sous-unités des ribosomes. Donc c'est de l'ADN du parasite. Ça amène à une suspicion très forte entre Gyrodactylus salaris et Gyrodactylus timali. En revanche, on ne peut pas, à partir de même en faisant du séquençage, on ne peut pas distinguer ces deux espèces-là. Or, elles n'ont pas du tout la même signification sur le plan réglementaire, parce que j'aurais dû commencer par là. C'est une maladie qui est listée dans le code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties, qui donc sert de support scientifique dans la régulation internationale des échanges d'animaux vivants entre pays adhérents à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, j'en reviens à l'identification compliquée. On est obligé, pour pouvoir les distinguer l'un de l'autre, d'aller bien plus loin, c'est-à-dire non pas sur l'ADN du parasite, mais sur l'ADN de la mitochondrie. Donc, on fait des haplotypes. Et en fonction de la séquence obtenue, on a tout un tas donc, de références dans le manuel de diagnostic de l'OIE. Donc, on a deux tableaux. Un qui va nous donner, Gyrodactylus salaris, et puis un autre qui va nous dire que c'est Gyrodactylus timali. De temps en temps, on peut tomber sur des séquences non répertoriées. Dans ce cas-là, on envoie au laboratoire de référence de l'OIE. En France, donc ça c'est un travail que je connais parce que je l'ai fait en 98 jusqu'à 2000, j'en ai trouvé nulle part, alors qu'en 96, une équipe avait dit qu'il y en avait en France. Donc pas n'importe quelle équipe, c'était l'équipe justement du laboratoire de référence international de l'OIE. Cette équipe en fait s'est trompée. Donc on a cherché sur 750 salmonidés, 19 rivières, 6 piscicultures. Vous voyez à droite le détail des rivières bretonnes, notamment qui ont été à l'époque échantillonnées. Et en revanche, on a trouvé une autre espèce qui était en fait extrêmement proche sur le plan morphométrique et sur le plan génétique de Gyrodactylus salaris, qui s'est appelée Gyrodactylus tochis. Je l'ai découverte, la description de principe c'est ma publi, mais en fait on l'a découverte en même temps que l'équipe internationale de l'OIE. Donc, pour aller vite, puisque je sens qu'il y a une certaine pression, donc il y en a, on essaie de savoir où est-ce qu'il y en a. Donc, au niveau continental européen, les pays en gris foncé, presque noir, sont indemnes. Donc, c'est le cas des îles anglo-saxonnes. Il y a une partie aussi tout en haut peu importe de la Finlande qui est déclarée indemne. Le reste, ce qui est en gris moyen, c'est considéré comme infecté, et ce qui est en gris clair, on ne sait pas. La France en fait partie, l'Espagne, le Portugal. On voit qu'il y en a en Italie, uniquement sur de la truite arc-en-ciel, puisqu'il n'y a pas beaucoup de saumon en Italie, je pense que ça vous êtes pour la plupart au courant, et en tout cas pas naturellement. Et donc il n'y a pas c'est assez étonnant qu'il y en ait en Italie, mais le fait est. C'est pareil pour le Danemark, il y en a aussi sur la truite arc-en-ciel en pisciculture. Et donc on cherche un petit peu à savoir où on en est. Il existe des zones indemnes qui, du fait de leur caractère indemne reconnu officiellement, sont protégées par la réglementation contre l'introduction de poissons provenant de zones non indemnes. Donc c'est un moyen majeur de protéger les saumons de ces pays-là. Donc là, je vous l'ai dit, donc les souches non pathogènes, je vous l'ai déjà dit. Voilà.
Alors que faire? Bien, on va finir là-dessus. Presque parfait, bon, peut-être pas, mais enfin, ça fait plaisir quand même. Donc, que faire donc en pratique, puisque c'était un petit peu aussi la thématique de la matinée, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour protéger nos saumons? Alors vous avez compris que pour l'instant, ils sont pas en danger. Mais quand même, enfin, il y a un danger sanitaire. Donc maintenant, il y a une question de gestion du risque. Donc les mesures de protection sont les suivantes. Il faudrait commencer par un dépistage, notamment peut-être en ayant recours à l'ADN environnemental qui permet de faire des études à moindre coût peut-être sur l'ensemble d'un bassin versant, et puis en fonction des résultats, faire des investigations un peu plus ciblées. Notamment si les résultats sont négatifs, il va falloir accumuler des résultats négatifs pour avoir une signification statistique qui permettrait de conclure avec un risque acceptable de se tromper que le bassin en question est probablement indemne, auquel cas on pourrait donc rentrer dans une procédure de reconnaissance en utilisant, en exploitant l'article 226 du règlement 2016-429, nouvelle loi de santé animale, puis une mise en conformité via la décision d'exécution UE 2021-260 qui a été utilisée, enfin qui est celle qui sert actuellement à protéger. Donc c'est des contraintes sur les mouvements de poissons et les œufs. Ou bien, si les résultats sont positifs, essayer de comprendre, faire une enquête épidémiologique, d'où ça vient, est-ce que ça s'est propagé ici ou là. Bon, il y a un obstacle potentiel, c'est quand même que, du coup, si jamais on part dans cette optique-là, ça va induire une contrainte lourde pour l'activité aquacole, puisque, par exemple, en Bretagne, ils sont indemnes de SHV, de NHI notamment, mais s'ils deviennent indemnes de Gyrodactylus salaris, ils ne pourront plus importer de poissons du reste de la France, même si c'est une zone indemne de SHV de NHI, dans la mesure où cette zone ne serait pas indemne de Gyrodactylus salaris. Donc de fil en aiguille, ça veut dire que tôt ou tard, il faudrait quasiment rendre indemne la totalité de l'Europe continentale. Or, on sait qu'il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Donc ça risque de générer des difficultés sur la circulation des poissons à destination aquacole. D'autre part, une chose importante à vous dire, c'est qu'il n'y a aucun élément de suspicion, parce que nous avons en France un grand réseau de surveillance, notamment donc de la densité de juvéniles. Et quand ce parasite arrive sur une population naïve, vous avez bien compris que ça ne se passe pas inaperçu. Donc on verrait s'effondrer les populations. Donc ça fait depuis toujours que ça dure comme ça. Donc visiblement, le parasite, on a quand même peu de chances de l'introduire en France, mais ça peut arriver. Peut-être pas par les mouvements de poissons vivants, parce que pour l'instant, visiblement, les circuits commerciaux n'ont pas permis cette introduction. Et puis, d'autre part, quel parasite? Est-ce que si par exemple on introduit du Gyrodactylus salaris de truite arc-en-ciel en provenance d'Italie, il est probable que ça ne provoquera aucun problème sur les saumons atlantiques qui sont en contact avec ce parasite qui s'est révélé non pathogène pour les saumons atlantiques. Donc on voit même que sur ce genre et sur cette espèce Gyrodactylus salaris, la notion même d'espèce est assez compliquée à cerner puisque la pathogénicité est très variable selon l'hôte sur lequel on le trouve. Donc évidemment, autre moyen, la communication, l'information, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous informe de ce danger, de ce risque, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde était au courant, malheureusement. Et puis une communication, évidemment, auprès des pêcheurs et des pisciculteurs, de manière à prévenir. Donc ça, j'avais déjà fait il y a plusieurs années pour les pisciculteurs, et voilà. Merci pour votre attention et votre patience éventuelle.